Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors aujourd'hui, on va attaquer une partie, vous allez voir, qui est assez intéressante, elle est assez riche. La dernière fois, vendredi dernier, nous avons parlé du verre en tant que matériau. Nous allons parler aujourd'hui du verre à travers ses procédés. Et vous verrez que c'est évidemment à la fois lié aux propriétés du matériau lui-même qu'on a vu hier, je le rappellerai un peu, mais aussi à évidemment beaucoup d'inventions, beaucoup d'innovations, alors qui sont plus dans le monde de l'ingénierie que dans le monde de la recherche fondamentale, mais encore, il y a des liens évidemment avec la recherche fondamentale. Donc on va parler un peu comment on part de ces matières premières qu'on avait vues comme étant finalement assez banales, pour ne pas le dire vulgaires, comme le disait l'une des personnes que j'ai citées, pour les transformer en un matériau noble et quasiment de luxe, en tout cas pendant une longue période historique. Alors je vous rappelle, comme toujours au début, le code quand vous allez retrouver ces petites pastilles de couleurs. Hein. Le bordeaux correspond à des découvertes, sciences fondamentales, découvertes fondamentales. Le bleu à des inventions techniques, c'est-à-dire des dispositifs qui fonctionnent. Et le vert qui correspond à des innovations, c'est-à-dire des dispositifs qui fonctionnent et qui ont trouvé leur marché, qui ont été en quelque sorte une sorte de succès commercial ou industriel qui ont permis de faire avancer les choses. Alors, on l'avait vu ça la dernière fois, je recite simplement, mais je ne vais pas y passer beaucoup de temps, sur cette histoire de Pline l'Ancien, contestée par les historiens. Je continue à penser qu'il va falloir que je me fasse un jour cette manip, parce que je ne suis pas si convaincu que ce soit impossible de faire du verre avec juste des blocs de carbonate de calcium, de natron, sur de la silice, et donc du sable. Et donc, c'est en posant ces blocs de natron sur la silice et en faisant un feu que des phyniciens auraient vu s'écouler une liqueur transparente, elle n'était pas transparente à l'époque, mais enfin une liqueur, disons, qui fondait et qui se resolidifiait, qui était donc, en baissant le point de fusion de la silice, permettre de faire du verre. C'était, disons, la version romancée, historique de la découverte du verre, il y a de cela plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc vous savez qu'on fait le verre, on va revenir avec les trois constituants principaux, ils sont très importants, la silice, le sable, la soude, alors qui est souvent du carbonate de sodium, donc c'est le sodium qui est important là-dedans et qui vient justement abaisser le point de fusion de la silice en faisant des silicates de sodium, et c'est ça que l'on appelle le verre, c'est-à-dire ce mélange avec de la soude. Alors la chaux, elle est là avec le calcium pour renforcer ce verre qui, s'il n'y avait pas de calcium ou d'autres agents qui correspondent à des cations bivalents, auraient des tendances à être solubles dans l'eau et posent donc un certain nombre de problématiques dans les applications. Donc ça, c'est les trois constituants essentiels, avec chacun un rôle très, très personnel et très particulier. La silice, le matériau de base, la soude pour l'aider à fondre à basse température, qui est évidemment crucial dans les procédés que je vais vous montrer, et puis le calcium qui vient un peu renforcer l'ensemble. Bon, avec ces gravures que l'on retrouve tout autour de la Méditerranée, des premiers fours et ensuite utilisation et fabrication du verre, où l'on voit déjà le procédé historique qui va être utilisé pendant des milliers d'années et qui ne va commencer à évoluer qu'à partir du XVIIIe siècle, qui est le procédé de soufflage. Et on va y passer un tout petit peu de temps parce que c'est un procédé absolument merveilleux qui est complètement lié aux propriétés exceptionnelles du verre. La propriété exceptionnelle du verre, je vous la rappelle pour les procédés, c'est la capacité d'avoir une viscosité qui varie continuellement en fonction de la température sur une grande plage de température, en passant du liquide complet au solide complet, selon que l'on est à très haute température ou à basse température. Et c'est cette propriété où on contrôle complètement la viscosité, pâteux, liquide, visqueux, solide ou complètement liquide, qui permet de contrôler la fabrication du verre et de faire, et surtout, des procédés particulièrement ingénieux, on va le voir. Alors, commençons par le procédé historique, le procédé qui, entre guillemets, a permis de fabriquer à peu près tous les objets en verre jusqu'au XVIIIe siècle, qui est donc ce procédé de soufflage. Donc, il consiste à faire fondre du verre, à le récupérer sous forme d'une boule en fusion, mais visqueuse, assez visqueuse pour qu'elle se tienne en tout cas, donc qui n'est pas complètement liquide, et ensuite, par un procédé qui consiste à souffler à travers une canne, introduire de l'air à l'intérieur pour fabriquer des parois, c'est-à-dire un objet où il y a un dedans et un dehors, séparés par une paroi en verre.
Alors, à Saint-Gobain, on a la chance d'avoir une usine qui est une usine qui continue à produire et qui vend avec les procédés anciens. C'est une usine qui est à Saint-Just. Pour ceux qui auraient l'occasion d'aller la visiter, elle est ouverte au public et vous retrouvez tous les gestes des verriers qui datent du Moyen-Âge et avant sur comment travailler le verre. Alors cette verrerie, cette usine de fabrication, elle est là pour faire des vitraux, pour faire du verre de très haute valeur ajoutée, que l'on ne fait pas autrement que par des procédés anciens. Alors, la première chose qu'il faut faire remarquer quand on veut faire du verre, c'est que finalement, on part de poudres et il faut les faire fondre. Alors, on pourrait se dire que c'est assez facile, vous avez des poudres, on monte la température, ça fond et ça fait du verre, très bien. Donc là, vous voyez ici ce qu'on appelle l'enfournement, donc des poudres mélangées, donc le mélange un peu plus compliqué que ce que je vous ai dit, mais essentiellement des trois constituants, et vous l'introduisez dans du verre qui est déjà fondu en fusion, et puis vous remplissez votre four, vous amenez de l'énergie, et puis petit à petit, et puis vous le sortez de l'autre côté, et puis c'est comme ça que vous fabriquez du verre. Donc ça paraît simple. Il y a deux réactions, enfin les réactions chimiques sont beaucoup plus compliquées que ce que je vais vous dire, mais enfin disons, il y a une sorte de deux réactions globales que l'on peut identifier dans cet ensemble. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, vous avez ici tous les constituants d'une réaction chimique compliquée. Vous avez des solides que vous transformez en liquide, et ces solides que vous transformez en liquide, vous avez aussi du gaz. Donc vous êtes dans un milieu qu'on appelle triphasique, où vous avez du solide, du liquide et du gaz ensemble. Et puis vous avez des réactions chimiques. Ces réactions chimiques, elles sont nombreuses, elles n'ont pas toutes la même cinétique, et elles préfigurent, entre guillemets, l'homogénéité du matériau. Et donc finalement, c'est quelque chose d'assez compliqué qu'un réacteur qui fabrique du verre. Ce n'est pas du tout quelque chose de trivial. Alors on va revenir un petit peu à l'histoire, ça vous l'avez déjà vu, ou nous l'avons déjà vu la semaine dernière pour ceux qui étaient là. C'est un four verrier historique qui permettait à l'époque, et c'est intéressant, autour de la Méditerranée, de fabriquer du verre, mais en fait c'était du verre primaire. Ce verre ensuite était expédié une fois fabriqué à d'autres endroits où on transformait le verre et on en faisait autre chose. Donc il y avait déjà cette idée de fabriquer du verre de façon primaire et de le transformer ensuite tout autour. Il n'y avait que quelques endroits bien spécifiques où le verre était fabriqué dans des fours. Et c'était généralement autour de la Méditerranée. Alors un four typique du Moyen-Âge, c'est un four où vous mettez de la chaleur par en dessous et ensuite au-dessus vous mettez des creusets. Alors en général vous avez deux fours, deux endroits dans le four. L'endroit où vous faites fondre le verre, et c'est important parce que c'est resté dans les procédés modernes, et l'endroit où le verre mûrit. En termes verriers, on parle d'affinage, un peu comme pour les fromages. Le verre est affiné. Alors affiné, ça veut dire qu'on le laisse poursuivre ses réactions chimiques. Les réactions chimiques ne sont pas instantanées, et donc une fois que vous avez fondu le verre, il faut le laisser s'affiner, le laisser aller au bout des réactions chimiques avant d'en faire un matériau que vous pouvez ensuite extraire et travailler. Donc vous avez le verre qui est mis dans des creusets. Alors ces creusets, c'est évidemment un élément très important du four. C'est en dehors du four, vous les préparez. En fait, ça a donné le début de la céramique. C'est aussi des procédés, il faut dire, qui ont beaucoup bénéficié des procédés de métallurgie qui se sont développés en même temps et quelquefois en parallèle des métiers verriers. Donc dans ces creusets, vous mettez les matières premières, vous les faites fondre en amenant de l'énergie par du bois. C'était essentiellement l'énergie à l'époque. Et vous avez donc ces deux endroits, vous faites du verre qui fond, et ensuite vous le faites s'affiner avec le temps, c'est un peu plus long, et vous le mettez dans un endroit un peu moins chaud, mais tout le temps à haute température pour qu'il reste relativement liquide. Alors vous avez ici donc typiquement un four qui fonctionne, vous voyez le foyer, ici l'arrivée d'air, on y reviendra tout à l'heure, les creusets qui sont chauffés, et puis une fois que c'est fondu, vous les mettez dans des chambres qui restent à haute température, qui bénéficient de la chaleur que vous avez produite ici et qui vont donc permettre de mûrir en quelque sorte ce verre pour l'affiner. Alors l'affinage, je vous le dis tout de suite, à l'ordre zéro, de façon très simple, ça consiste à faire sortir toutes les bulles. Vous avez vu que dans le processus de fusion de verre, vous dégagez du CO2, alors pas que ça, mais ces bulles, il faut s'en débarrasser, parce que si elles restent dans le verre, évidemment, votre verre va être plein de bulles, et donc le procédé d'affinage consiste principalement, une fois de plus, pas seulement, mais principalement, à faire en sorte que ces bulles se remontent à la surface et disparaissent. Alors, il y a eu une innovation, une invention d'abord, puis une innovation très importante de la part de Siemens,
qui est la réalisation que, évidemment, c'est un procédé qui coûte énormément d'énergie. On consommait alors au début énormément de bois, puis ensuite du charbon pour fabriquer du verre. Et évidemment, quand vous amenez de l'énergie, vous faites plusieurs choses. Vous chauffez vos matières premières pour les faire fondre, mais vous êtes obligé aussi de dépenser de l'énergie pour chauffer le gaz que vous amenez si c'est du gaz, le charbon si c'est du charbon, le bois si c'est du bois, donc le matériau, avant qu'il s'enflamme, il faut le chauffer. Et puis évidemment, chauffer l'air qui permet, ou l'oxygène qui permet de venir oxyder, entre guillemets, pour donner la réaction de combustion, ce charbon ou ce bois. Et l'idée de Siemens, donc dès le 19e siècle, au milieu du 19e siècle, ça a été de récupérer cette chaleur pour la réutiliser. Alors comment ça marche? Et on va le revoir dans plusieurs cas. Eh bien, une fois que vous avez chauffé, vous avez des conduits en parallèle et que vous utilisez pendant un certain temps pour chasser l'air chaud qui a brûlé ou les fumées de combustion qui ont brûlé. Donc imaginez-vous, vous avez des fumées ici qui viennent et qui passent à travers ces réfractaires et qui les réchauffent. Et puis l'air qui arrive pour la combustion, elles arrivent par l'autre conduit. Et puis, de temps en temps, vous inversez. Ce conduit-là devient, en quelque sorte, ce conduit-là qui a reçu la chaleur des fumées est chaud, et vous faites passer de l'air froid à l'intérieur, qui donc se réchauffe avant d'arriver au four. Et ce conduit-là qui était froid, eh bien, de nouveau, il va récupérer des fumées dans l'autre sens pour être réchauffé. Et donc, vous voyez, par une inversion de ces conduits qui sont donc perméables, mais en matériaux céramiques, en matériaux réfractaires, ça vous permet de stocker de la chaleur que vous réutilisez périodiquement pour amener les gaz et les réchauffer avant de les brûler. Ça permet une économie d'énergie conséquente. Et un four moderne, voilà le schéma d'un four moderne, il a gardé ce même principe d'avoir des réfractaires, d'avoir des endroits où vous pouvez stocker la chaleur. Alors comment ça marche de façon moderne? Il y a deux grands fours et c'est intéressant de les voir. Vous avez ici ce qu'on appelle un four à boucle. Donc vous avez en fait que deux conduits, l'un qui amène les gaz qui brûlent, donc là c'est un four à gaz, et l'autre qui récupère les fumées, et vous avez les réfractaires qui sont de part et d'autre. Donc vous avez ici, par exemple, et vous voyez sur cette photo, un des conduits qui brûle, entre guillemets, du carburant et du comburant, et ensuite les fumées qui brûlent, elles font le tour du four, c'est pour ça qu'on appelle ça un four à boucle, et repartent par ce conduit qui sert d'échappement. Les fumées chaudes passent par ces réfracteurs-là, l'oxygène froid ou l'air froid passe par celui-là, et toutes les 20 minutes, vous inversez, c'est-à-dire que les gaz arrivent maintenant par celui-là où sa chaleur a été stockée, donc ils arrivent réchauffés, et repartent par ceux-là qui ont perdu cette chaleur, et qui est donc de nouveau réchauffée par les fumées qui repassent. Et vous voyez, de nouveau, il y a cette idée. Donc ça, c'est le cas le plus simple, c'est le four à boucle, il est beaucoup utilisé pour fabriquer des bouteilles, pour des raisons après plus subtiles. Et vous avez un autre four, qui est un four à brûleur transversal, où là, l'idée est la même, vous avez des brûleurs ici de chaque côté, symétriques, et vous faites brûler pendant un certain temps une série de brûleurs d'un côté, les fumées partent de l'autre côté, et inversement, tous les 20 minutes, enfin, je n'ai pas en tête exactement le nom, mais tous les de l'ordre de la dizaine de minutes, vous inversez, c'est ces brûleurs-là maintenant qui brûlent et les fumées qui partent, avec évidemment des blocs réfractaires de chaque côté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, en fait, vous voyez ici l'intérieur d'un four, vous avez une voûte faite en réfractaire et vous avez le verre fondu ici qui est alimenté d'un côté, disons de ce côté-là, par des matières premières sous forme de poudre et qui repart sous forme liquide de ce côté-là. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, la chaleur vient de la voûte. En fait, comme dans beaucoup de fours, et d'ailleurs comme dans les fours à pain historiques des villages français, vous chauffez en fait les réfractaires avec les flammes, et c'est la radiation chaude par infrarouge de ces réfractaires qui fait fondre le verre. Donc le verre, il n'est pas directement fondu par la flamme, il est fondu par la chaleur de la voûte qui a été chauffée par la flamme. C'est pour ça, comme vous le voyez, que vous avez des flammes qui sont au-dessus, évidemment, du verre, et qui, en fait, montent la température du four, mais disons qui est stockée dans les réfractaires au-dessus. Et c'est cette chaleur qui est emmagasinée dans le four qui fait fondre les réfractaires. Alors vous voyez ici quelques chiffres, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est très impressionnant. Pour ceux qui ont eu la chance de visiter une usine de vitrage, une usine moderne qu'on appelle du verre flotte, je vais y revenir tout à l'heure, c'est extrêmement impressionnant.
Il faut vous rendre compte, ça c'est l'usine que Saint-Gobain a en Inde, hein, une de nos dernières usines en Inde. D'abord, c'est des sites très impressionnants en plus de taille, mais ce sont des sites où tout par jour, vous produisez tous les jours de l'ordre de 1000 tonnes de verre par jour et quasiment pendant 15 ans sans s'arrêter. Quand vous ouvrez un four verrier moderne et une usine de verre moderne, pendant 15 ans de suite, quasiment sans s'arrêter, il y a 1 ou 2 arrêts pour quelques réparations en cours de route, eh bien votre usine va produire 1000 tonnes par jour de verre, donc 1000 tonnes de matières premières qui vont venir et qui vont repartir dans des camions tous les jours pendant 15 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 1000 tonnes, mais c'est une quantité importante de matériaux. Donc c'est vraiment de très grosses usines qui fabriquent évidemment en grande quantité un produit qui par ailleurs est utilisé aussi en grande quantité, et c'est pour ça qu'on le fabrique. Alors on va revenir un peu sur l'histoire de tout ça et voir que évidemment ça a été une longue histoire avant d'en arriver là. Alors je reviens sur le réacteur chimique qu'est un four verrier. Alors pour ça, j'ai une façon extrêmement, comme toujours, simplissime et très caricaturale d'expliquer ce que c'est qu'un four chimique. Alors qu'est-ce que c'est, même pas un four, un réacteur chimique? Donc vous avez tous entendu parler que la chimie a fait d'énormes progrès au XIXe siècle, hein, et qu'on est passé, disons, de l'ère de la cuisine ou de l'alchimie avant à l'ère industrielle. Et il y a un élément extrêmement important, c'est le réacteur chimique industriel, qui a donné lieu à des sciences qu'on appelle le génie chimique ou le génie des procédés, qui a permis de travailler et d'améliorer ces outils qui permettent de fabriquer, de faire de la chimie en grande quantité et de façon contrôlée. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réacteur chimique? D'abord, c'est une enveloppe dans laquelle vous mettez un objet qui permet de mélanger. Donc vous êtes vraiment comme dans votre cuisine, vous avez une palette et puis une casserole. Donc vous mettez les choses dans la casserole et vous tournez la palette. C'est un peu mieux que ça, et un peu mieux contrôlé, mais pas forcément beaucoup. Vous pouvez amener de la chaleur, et vous faites, ça c'est la différence souvent avec la cuisine, vous faites de plus en plus ce qu'on appelle des procédés continus, c'est-à-dire vous faites rentrer des matières premières et vous les faites sortir au fur et à mesure. C'est-à-dire que le réacteur, c'est un réacteur continu où les matières premières rentrent de façon continue sous forme de matières premières et ressortent de façon continue sous forme de produit final. Ça, c'est l'objet typique d'un réacteur chimique. Alors, d'un point de vue de la science et d'un point de vue de la physique, il faut comprendre qu'en fait, c'est quelque chose qui a 3 temps caractéristiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un temps caractéristique? C'est un temps qui est la clé de ce qui se passe. C'est combien de temps il faut. Alors, le temps caractéristique, par exemple, je ne sais pas, par exemple, de ce bâtiment, si on prend ce bâtiment, il est chauffé, on est encore, peut-être il n'est plus chauffé parce qu'on est mois de mai, mais enfin, pendant l'hiver, il a été chauffé. Et lorsqu'on coupe le chauffage, il va refroidir doucement. Le temps caractéristique, c'est le temps qu'il lui faut pour refroidir. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça. Alors, derrière, il y a l'idée de comportement exponentiel, parce qu'une exponentielle donne effectivement un temps caractéristique naturellement dans l'équation, mais je ne rentrerai pas dans ces détails. Le temps caractéristique, c'est quelque chose qui caractérise, en gros, le temps qu'il faut pour partir d'un état et atteindre un autre. Alors vous en avez un, c'est le temps de la ou des réactions chimiques. Ça, c'est évidemment donné par la nature de ce que vous voulez faire, c'est imposé par ce que vous voulez faire, et c'est un temps qui est lié à la chimie. Alors vous pouvez un peu le changer en mettant des catalyseurs, mais globalement, c'est quelque chose qui est donné par la chimie. Par contre, vous avez 2 autres temps qui sont contrôlés par le procédé. C'est ça qui est important. Vous avez le temps de mélange, c'est-à-dire que selon la vitesse à laquelle vous faites tourner votre palette, vos matériaux se mélangent plus ou moins vite. Et donc, cette notion de temps de mélange, c'est un temps caractéristique qui permet de dire en combien de temps je mélange de façon homogène les composants que je mets dans mon four. Donc, les nouveaux composants qui arrivent dans mon réacteur sont mélangés, et ça dépend évidemment de la vitesse à laquelle vous touillez votre soupe ou vous mélangez vos réactifs. Et puis, vous en avez un autre qui est intéressant, c'est le temps de séjour. Le temps de séjour, c'est quand vous rentrez des nouveaux matériaux et que vous les sortez, c'est finalement le flux, le débit de matière, c'est le temps que restent vos matériaux à l'intérieur du réacteur avant qu'ils ne ressortent. Et toute l'astuce du génie chimique, toute l'astuce du génie des procédés, ça a été de jouer sur le temps de mélange et le temps de séjour pour contrôler la réaction chimique. Ce que fait fondamentalement un réacteur chimique, c'est, sur la base d'un temps de réaction chimique qui lui est donné, il optimise à la fois en production, en qualité et en quantité ce qui est produit en jouant essentiellement sur un temps de mélange et un temps de séjour. Une fois qu'on a compris ça, alors après la façon de le faire n'est pas toujours facile,
Mais une fois qu'on a compris ça, on a compris que ça donnait des leviers pour fabriquer des produits de façon évidemment bien mieux contrôlée que si on fait un mélange infâme, on attend que ça finisse et puis on ne sait pas très bien ce qui se passe. Alors quand on a cette vue-là, le four Verrier est incroyablement primitif. Le four Verrier, c'est un réacteur chimique, puisque vous mettez des composants dedans qui vont fondre, il y a des réactions chimiques, et vous voulez récupérer à la fin un matériau qui est chimiquement différent, transformé sous forme de verre. Alors, vous voyez ici, je vous ai dit, vous chauffez la voûte, donc ça, vous avez des températures, vous introduisez les matières premières, et qu'est-ce qui se passe ici? Alors d'abord, vous n'avez pas de mélangeur. Dans un four Verrier, ou très peu. Il y a quelques fours qui ont des mélangeurs, mais c'est très compliqué parce que les températures sont très élevées et qu'on n'a pas des matériaux qui permettent de résister simplement à ces températures. Le mélange dans un four Verrier se fait à travers un phénomène qui est un phénomène naturel de convection, qui fait que comme on n'a pas la même température en bas et en haut, vous avez des boucles de convection, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du four, vous avez des mouvements un peu comme les courants, des courants à l'intérieur du four, et ces courants mélangent, entre guillemets, les constituants qui sont en fusion. Alors vous voyez que c'est très différent d'une palette qui remue, parce que d'abord, vous ne contrôlez pour des températures données que la géométrie, donc une fois que vous avez fixé la géométrie et les températures, vous avez toujours les mêmes boucles qui s'établissent, et évidemment, ces boucles, elles n'ont pas la même efficacité qu'un mélangeur avec des pales. Donc ça, c'est la première chose. Et ça a deux conséquences. La première, c'est que le temps de mélange est une notion qui est beaucoup plus difficile à appréhender dans un four Verrier que dans un réacteur chimique, parce que ce temps de mélange, c'est un temps qui n'est pas forcément homogène partout dans le four. Donc déjà, vous avez du mal à définir proprement le temps de mélange dans un four. Et puis, vous avez un autre phénomène qui est le temps de séjour. Donc vous voyez ici une simulation, peu importe laquelle, du mouvement du verre fondu à l'intérieur d'un four. Donc le four, la matière est sortie d'ici et arrive de l'autre côté, arrive par là et sortie par là. Vous voyez ici une partie qui correspond à la fusion et une partie qui correspond à ce que je vous expliquais, le mûrissement, l'affinage. Et vous voyez que dans ce mouvement, eh bien, il y a des zones, par exemple celle-ci, où le verre ne va pas beaucoup bouger. Donc le temps de séjour dans un four, il varie de quelques heures à plusieurs jours. Donc lui-même n'est pas bien défini. Donc vous voyez que dans un four, vous avez un réacteur chimique, ni le temps de mélange, ni le temps de séjour ne sont réellement contrôlés. Ils existent, mais ils existent sur une plage de temps assez important et peu de variations géométriques risquent de changer énormément une partie de ces temps de séjour et ces temps de mélange. C'est d'ailleurs pour ça que le monde des verriers a cette particularité d'être d'un extrême conservatisme. Quand vous expliquez à quelqu'un qui fabrique des fours qu'il faut qu'il change quelque chose sur un four, tout petit changement est considéré comme une révolution. Parce que justement, on ne sait pas complètement les conséquences d'un petit changement. Prenons par exemple la hauteur ici qu'il y a entre les deux. On pourrait se dire, on veut mettre plus, pour des raisons techniques, on voudrait que par exemple ici, ce soit un peu plus profond et ici un peu moins profond. Si vous faites ça, vous allez complètement changer le temps de séjour et le temps de mélange d'une grande partie du tout, la forme des boucles, etc., le verre qui stagne ici, et vous pouvez vous retrouver avec un four qui est beaucoup moins fonctionnel, ou au contraire, beaucoup plus fonctionnel. Et comme chaque essai de changer le design consiste à construire une usine qui coûte quelques centaines de millions, vous comprendrez qu'on ne fait pas ça tous les jours. Voilà. Donc c'est important d'avoir compris ça dans le monde des procédés en général, mais dans les procédés verriers en particulier, parce que c'est peut-être l'ultime complexité des procédés, parce que justement, on n'a pas de système qui permette de faire des leviers qui contrôlent très bien ce que l'on veut faire. Alors, je vais vous donner quelques pistes d'amélioration de ce qui est en train de se passer pour essayer d'améliorer cette situation. Alors, ce sont des pistes qui sont aujourd'hui plus dans le monde de la recherche, même si quelques-uns des exemples que je vous donne commencent à être mis en application, mais vous voyez que les choses ne sont pas simples. Alors d'abord, vous avez cette magnifique image de flammes qui sortent d'un four à brûleur transversal, et donc vous avez le verre en fusion, les flammes, derrière vous avez les poudres qui arrivent, et devant vous avez le liquide qui ressort. Et évidemment, quand vous avez ça, qu'est-ce que ça veut dire, une flamme ? Ça veut dire que vous avez des réactions d'oxydoréduction, votre gaz, si c'est un gaz, brûle, donc réagit avec l'oxygène en dégageant de la chaleur,
Et évidemment, ça vous donne deux choses. Ça vous donne une homogénéité de composition. Si vous avez une flamme, ça veut dire que ici, vous avez du gaz qui n'a pas brûlé, ici, il est en pleine combustion. Et puis, à l'intérieur de la flamme, vous avez des températures qui varient selon l'endroit où vous êtes dans la flamme. Alors ça a un inconvénient, c'est que, comme en général, vous prenez un gaz, vous le faites réagir avec de l'oxygène, vous êtes à très haute température. Une des conséquences, je vais en décrire qu'une, il y en a plusieurs, c'est que l'azote qui est inerte dans l'air et qui théoriquement ne sert à rien, quand vous êtes à très très haute température, il finit par s'oxyder pour faire des oxydes d'azote, ce qu'on appelle les NOx, NO2, NO, etc. Et ces oxydes d'azote sont des polluants de l'atmosphère, et fort justement, il existe de plus en plus de réglementations qui font diminuer cette quantité d'oxyde d'azote. Et la production d'oxyde d'azote est directement proportionnelle à l'augmentation de température. Donc ce que vous avez dans une flamme ici, c'est que les endroits qui sont à la plus haute température fabriquent de l'oxyde d'azote. Et vous voulez diminuer la quantité d'oxyde d'azote pour diminuer la pollution. Alors là, il existe une technique. Vous avez ici un réacteur avec une flamme, et vous avez ici un réacteur qui fait exactement la même chose, mais vous n'avez plus de flamme. Alors qu'est-ce que ça veut dire, vous n'avez plus de flamme? Ça veut dire qu'en quelque sorte, vous avez mélangé les constituants, donc essentiellement du gaz, on va dire du méthane et de l'oxygène, de façon très homogène, et vous le faites réagir de façon uniforme à l'intérieur du réacteur, au lieu de faire une flamme. Au lieu d'injecter du méthane dans une atmosphère d'oxygène et de le brûler, vous faites un mélange stoichiométrique de méthane et d'oxygène, et vous le laissez brûler. Bien sûr, vous ne voyez plus de flamme. Pourquoi vous ne voyez plus de flamme? Parce que c'est complètement homogène. Mais vous avez exactement la même réaction chimique et vous avez exactement la même quantité d'énergie qui est dégagée. Et pourquoi ça, c'est intéressant? Parce que quand vous faites ça, vous êtes à la température idéale de combustion et vous n'avez pas les excès de température qui vous fabriquent de l'oxyde d'azote quand vous envoyez de l'air. Donc ça vous permet de diminuer la quantité de polluants, dans le cas présent les oxydes d'azote, et de mieux contrôler votre four. On appelle ça un four sans flamme. En fait, c'est un four à combustion homogène, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors il y a un autre four qui va nous répondre à un autre problème, c'est le problème du temps de mélange. Alors, ce sont des fours qu'on appelle à brûleur immergé. Alors, c'est quoi un four à brûleur immergé? C'est l'idée de dire, si je fais la combustion dans le liquide fondu, je vais évidemment le brasser très vite, parce que je vais faire de la combustion, je vais faire des bulles, ça va faire des bouillonnements. Donc, l'idée, c'est je vais faire brûler mon comburant et mon carburant, donc mon méthane et mon oxygène, dans un brûleur où j'ai les deux qui vont amener l'un de l'air, l'autre du méthane, ou l'un de l'oxygène, l'autre du méthane, et je vais les faire brûler à l'intérieur même de ma masse fondue. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que vous gagnez sur deux points. Le premier, c'est que là, le transfert de chaleur se fait directement de la flamme dans le verre au lieu de passer par la voûte, comme je vous ai décrit tout à l'heure. Donc au lieu de chauffer la voûte qui chauffe le verre, vous chauffez directement à l'intérieur même du cœur du liquide en fusion. Mais un autre intérêt, c'est que compte tenu des mouvements hydrodynamiques de la combustion des gaz entre eux, qui remontent, qui font des bulles, évidemment, vous avez un véritable bouillonnement, et ça vous mélange de façon très forte et très rapide vos constituants. Et donc, quand vous amenez par ce biais-là du solide, il est très vite pris, mélangé de façon beaucoup plus homogène. Et donc, vous augmentez énormément le temps de fusion, le temps de mélange, donc la fusion du verre. Alors, vous pourriez dire c'est idéal. Alors, c'est idéal, on sait faire des brûleurs immergés de cette façon. On en a installé un en Pologne, on est en train d'en installer un dans les pays au Moyen-Orient. Mais ça a un inconvénient, c'est que vous faites fondre très rapidement votre matière première, mais par contre, vous n'accélérez pas la réaction chimique. Donc, vous gagnez beaucoup sur le temps de mélange et la fusion de la matière première. Il vous reste derrière l'affinage qui, lui, ne va pas plus vite parce que tout est fondu que dans un four normal. Alors, vous gagnez énormément en fusion, vous ne gagnez pas en affinage. C'est utilisé et intéressant pour certaines applications où vous n'avez pas besoin de verre extrêmement affiné. C'est le cas, par exemple, quand on fabrique de la laine de verre ou de la laine de roche, mais ça n'est pas le cas pour d'autres applications, par exemple comme celle du verre plat dont on va reparler. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a encore des choses à faire et qui sont intéressantes. Alors, je vais vous montrer un travail récent fait par une équipe mixte entre le CNRS et Saint-Gobain, qui est une équipe qui se trouve à Aubervilliers et qui est dirigée par Emmanuel Gouillard. Et cette équipe, j'ai lancé le petit film, c'est la slide d'après, elle va vous présenter. Alors, voilà, elle consiste
à regarder avec des méthodes modernes, le synchrotron, on fait de ce qu'on appelle de la microscopie à rayons X, regarder ce qui se passe pendant que des matières premières sont en train de fondre. Donc vous avez la présentation des acteurs, vous avez vu le grain de silice, vous voyez maintenant le grain de carbonate de sodium, vous voyez qu'en plus leurs tailles sont importantes, et puis vous avez maintenant le grain de carbonate de calcium, donc celui qui vient renforcer. Et ces tailles sont représentatives. Vous voyez maintenant rayons X, donc vous voyez c'est une coupe, vous êtes en train de remonter à l'intérieur de votre mélange, donc vous faites une coupe et vous le remontez, vous retrouvez les acteurs, les uns évidemment dans la poudre qui est constituée des autres constituants. Et la beauté de cette manip, qui a été faite il y a quelques années, 2-3 ans, ça a été ensuite de regarder in situ, en direct avec le microscope, comment ça fond. Et alors la surprise, et vous la voyez bien là, a été qu'avant même de fondre, il y avait des réactions solides-solides qui étaient très importantes. Et pourquoi c'était à la fois une surprise et très important? C'est le fait de voir que ces grains réagissaient entre eux avant même d'être fondus. Ça montrait que selon finalement la disposition de ces grains dans la poudre, vous pourriez contrôler de façon différente la fusion des matières premières. Autrement dit, cette fusion dépend de la taille et de l'environnement géométrique des grains, et qu'un contrôle correct de la position de ces grains à l'intérieur d'une poudre permettrait probablement d'accélérer, ou en tout cas de contrôler mieux la fusion. Donc vous voyez comment de la recherche qui ici est très fondamentale, qui consiste à aller regarder avec de la microscopie X ce qui se passe dans une poudre en fusion, permet de donner des idées ensuite pour améliorer les procédés. C'était pour ça que je voulais vous présenter ce travail. Alors, si on revient à nos problématiques de base, il faut comprendre quelque chose. Je vous ai parlé de la dernière fois que la glace et la vitre, le verre à glace, sous-entendu glace voulant dire du verre pour faire des miroirs, hein, c'est comme ça qu'on appelle le verre pour faire des miroirs. Je vous rappelle la galerie des glaces de Versailles, c'est en fait la galerie des miroirs, et le verre à vitre. Et je vous ai même dit que très rapidement, les gens ont réalisé que l'important, le métier noble et la valeur ajoutée, c'était dans le verre à faire des miroirs, alors que le verre à vitre, premièrement, est venu très tard dans l'utilisation des bâtiments, et on avait une qualité bien moins bonne. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, d'un point de vue des procédés, sur la base du procédé initial sur lequel je reviendrai, qui permettait à la fois de faire du verre pour le vitrage à vitre et du verre pour les miroirs, donc de la glace, ces procédés, en fait, au XVIIe siècle, en particulier au début du XVIIIe siècle, ont éclaté en deux branches. La branche des procédés riches et nombreuses que l'on va détailler, qui permettent de faire et d'améliorer la glace, et la branche des procédés beaucoup moins nombreux et beaucoup moins innovants, sauf une étape essentielle que je décrirai, pour faire de la vitre. Donc vous voyez, en fait, pour résumer une histoire qui va être un peu riche et compliquée, c'est qu'au départ, il y avait un seul procédé, on soufflait du verre et on faisait de la glace et de la vitre, mais les besoins de glace étaient tels qu'il a fallu trouver autre chose, on va y revenir, alors que pour la vitre, le verre soufflé a tenu quasiment jusqu'au début du XIXe siècle, avec un nouveau procédé qui est arrivé, qui lui-même a survécu jusque dans les années 50-60, quand est arrivé le verre flotte. Et alors la beauté de l'histoire, c'est qu'à la fin, un procédé a réconcilié tout le monde, le procédé flotte de Pilkington dont je vais parler, qui a réconcilié à la fois la fabrication du verre à vitre et du verre à glace. Et aujourd'hui, on ne parle réellement plus de glace et de vitre parce que finalement, c'est le même procédé qui fabrique du verre pour les miroirs et pour nos fenêtres. Donc c'est cette histoire-là qu'on va essayer de décrire en essayant de mettre un peu l'accent sur les parties bien évidemment innovantes. Alors on va d'abord commencer par le verre à glace. Alors d'abord, il faut que je vienne sur quelque chose qui est très important. C'est que vous avez deux problèmes avec le verre qui nuisent à la qualité du verre. Il y en a plus, mais de nouveau, je caricature. Le dépoli, c'est quand vous fabriquez du verre, quand vous voulez faire du verre une plaque de verre, il faut qu'elle soit transparente. On a vu pourquoi le verre était transparent la fois dernière. Mais je vous ai beaucoup parlé des couleurs la fois dernière, mais il y a un problème physique et pas chimique qui nuit à la transparence, c'est lorsque la surface du verre n'est pas parfaitement plate, n'est pas parfaitement propre et est faite de défauts liés au fait que le verre a touché, par exemple, un matériau qui n'est pas parfaitement lisse. À ce moment-là, vous avez un verre dépoli
Et à travers un verre dépoli, vous savez qu'on ne voit pas bien les objets qui sont derrière. Ça laisse passer la lumière, mais ça la diffuse, et comme ça la diffuse, vous ne voyez pas nettement les objets qu'il y a derrière. Alors c'est un phénomène que quelquefois nous cherchons, et nous vendons des verres dépolis, mais d'un autre côté, c'est un phénomène qui est embêtant si vous voulez faire une fenêtre transparente. Il ne faut pas qu'évidemment le verre soit dépoli, voire à travers. Un autre phénomène qui est différent, qui est lié à la déformation optique du verre, on a vu la dernière fois que le verre avait des propriétés qui permettaient de manipuler les rayons de la lumière, mais vous avez ici, et si vous vous promenez dans Paris, en particulier dans le quartier du Marais, vous verrez que les anciennes fenêtres, quand je dis anciennes, c'est jusqu'aux années 30 ou 40, avaient, entre guillemets, une transparence parfaite, c'est-à-dire laisser rentrer la lumière, mais par contre, elles étaient déformées, elles avaient encore des bulles à l'intérieur, mais aussi elles étaient un peu ondulées, et l'image que vous voyez à travers était loin d'être parfaite. Et donc ça, c'était lié au fait que vos surfaces n'étaient pas parfaitement plates, elles ondulaient un peu, et que ces ondulations, plus les bulles à l'intérieur, modifiaient, entre guillemets, les rayons lumineux qui passaient à travers. Donc c'est deux problématiques importantes. Alors celle-là, elle est très importante. Elle est très importante parce qu'en fait, elle arrive dès que le verre a touché un matériau quelconque. C'est quand le verre rencontre un matériau, de l'acier, de la céramique, etc., dans son procédé de fabrication, eh bien, la surface devient dépolie. Contrairement à ce qu'on appelle dans les métiers verriers un verre poli au feu, c'est-à-dire que dans le procédé de soufflage, vous voyez bien que vous fabriquez une paroi en soufflant, il y a de l'air d'un côté, de l'air de l'autre côté, tout le temps. Le verre n'a touché absolument jamais aucune paroi qui n'était pas de l'air, et ça, à cause de la tension superficielle du verre quand il est en état liquide, ça donne une surface parfaitement plate et parfaitement polie, et c'est ce qu'on appelle dans les métiers verriers poli au feu. Poli au feu veut dire poli par de l'air, chaud bien sûr, mais de l'air lors de la fabrication du verre. Donc gardez en tête que le verre qui n'a jamais vu de matériau, il a une surface plate, et le verre qui a touché un matériau, généralement un métal ou de la céramique, eh bien sa surface est dépolie, et il va falloir, si on veut l'utiliser, le repolir. Alors vous avez ici, sur la déformation, une magnifique affiche de Saint-Gobain de 1932, donc il n'y a pas si longtemps, où en fait on vendait du verre à vitre, on vendait de la glace, et montre ici, vous voyez la tour Eiffel à travers la glace, et vous voyez les lignes rectilignes de la tour Eiffel, et la même tour Eiffel à travers du verre à vitre, et vous voyez les déformations de la tour Eiffel. C'était pour montrer aux gens, parce qu'à cette époque, on commençait à travailler sur vendre du verre de qualité glace pour le vitre, vous allez voir que ça va être un élément important, que ce verre-là était bien meilleur que celui-ci, même s'il était plus cher. Les gens mettaient ce verre-là sur leurs fenêtres, mais celui-ci commençait à avoir baissé les coûts de façon suffisante pour qu'on puisse envisager d'utiliser de la glace pour faire des vitrages. Et ça a été un des points très importants, évidemment, dans l'évolution des procédés. Alors revenons à notre procédé initial du verre soufflé. Vous soufflez votre verre, vous faites une espèce de cylindre, et puis ce cylindre, vous allez voir, alors je vais vous montrer directement voilà, une usine qui fabriquait des cylindres, vous voyez qu'ils sont assez grands. Je vais vous montrer quelques petits films sur la fabrication de ces verres soufflés. Donc vous prélevez, vous en avez probablement tous vu, vous prélevez du verre qui est encore visqueux, qui n'est pas complètement fondu, qui est encore à l'état, disons, de pâte, donc une pâte de verre, vous avez un tuyau pour souffler, et une fois que vous avez ça, vous soufflez. Alors évidemment, il ne veut pas partir. Je vais essayer si c'est plus chanceux comme ça. Bon, ben non, voilà, j'ai des problèmes avec mon film. Et alors imaginez, vous soufflez, vous balancez, donc vous avez une espèce de cylindre, de grosse bouteille qui s'est faite, et vous jouez à la fois sur le fait de souffler et la gravité en le balançant pour pouvoir, je vais quand même essayer parce que j'espère que les autres ne vont pas faire le même coup, donc je vais complètement ressortir et le relancer, voilà, pour essayer quand même de récupérer mes films, parce qu'il y a beaucoup de petits films qui sont sympathiques et je ne voudrais pas gâcher le cours en les faisant disparaître. Voilà. On va voir si c'est mieux. J'aime pas les alertes de sécurité. Voilà. Vous voyez son mouvement de balancier qui permet, et ensuite ce grand cylindre, vous le remettez au four périodiquement pour le réchauffer, de façon à faire un énorme boudin
qui va être la base de votre verre plat. Vous allez voir comment. Alors ce boudin, ensuite, vous allez le laisser refroidir, pas complètement, et soit avec un diamant, soit avec un autre outil, vous allez couper les deux bouts pour faire un cylindre creux. Donc vous voyez, voilà l'ouverture. Vous avez ici maintenant un cylindre creux. Alors ici, c'est du verre pour des vitraux, c'est pour ça qu'il est bleu, et c'est à l'usine de Saint-Just que ça se passe. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, vous passez, il y a deux techniques, soit avec un diamant, soit avec un fer chaud, vous le passez à un seul endroit, et en fait, vous préfigurez quelque chose qui, quand une fois mis dans l'étendrie, donc l'étendrie, c'est ce four qui réchauffe un peu le verre, voilà, ça l'amollit, et vous voyez qu'il s'ouvre, à ce moment-là, le cylindre s'ouvre, et votre verre s'étale, vous l'aplatissez avec un outil, et vous avez fabriqué du verre plat. Voilà comment, par le procédé de soufflage, on fabrique du verre plat. Alors, on va regarder un petit peu comment on est parti de ça à ça, et d'abord pourquoi il a fallu inventer des procédés. Alors évidemment, le verre plat tel qu'il est, il peut servir à la fois à faire du verre de vitrage et du verre pour faire des miroirs. La différence, c'est que ce verre-là, comme vous l'avez vu, il n'est pas parfaitement plat, il a des ondulations. Et ces ondulations qui sont acceptables pour un verre à vitre sont inacceptables pour un verre de miroir, parce que si, quand vous regardez à travers de loin, ce n'est pas bien grave qu'il y ait des légères déformations optiques des objets que vous voyez, quand vous regardez, vous, dans une glace, c'est insupportable. Enfin, ça dépend dans quel sens, mais c'est en général insupportable. Bon. Et donc, il a fallu faire des verres de qualité, ce sont les Vénitiens qui, les premiers, ont appris à faire ça, pour faire des miroirs. Alors, comment on faisait ? On faisait en fait le même procédé avec un verre épais. Et une fois qu'on avait fait un verre épais, on faisait deux choses. On faisait, comme on va le voir tout à l'heure, une opération de doucissage. Le doucissage consistait à mettre le verre complètement plat avec deux faces parallèles plates pour gommer toutes les ondulations. Donc, en fait, vous faisiez un verre plus épais pour faire des miroirs, et puis vous enleviez quelques millimètres de matière pour que vous ayez, avec du polissage, enfin du doucissage, pour avoir deux surfaces parfaitement parallèles. Mais quand vous faisiez ça, le verre devenait turbide, il devenait un peu granuleux, donc il était dépoli. Donc il fallait derrière faire une étape de polissage avec des matières premières très très fines pour retrouver le poli du verre. Donc vous voyez que le verre qui permettait de fabriquer des miroirs avait deux différences essentielles avec le verre à vitre qui était utilisé tel quel. Le premier, c'est qu'il fallait le faire assez épais pour pouvoir ôter de la matière. Et le deuxième, c'est qu'il fallait faire des opérations manuelles longues et fastidieuses pour le doucir et le polir pour retrouver la transparence. Et c'est ça qui donnait le verre de la qualité des miroirs. Donc il était beaucoup, beaucoup plus cher que le verre à vitre de l'époque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait besoin de nouveaux procédés et qu'il y a eu autant de progrès au niveau des procédés qui permettaient de fabriquer la glace par rapport à la vitre. On se satisfaisait en quelque sorte assez bien du procédé de soufflage. Alors vous avez ici une innovation initiale de Saint-Gobain, je vais y revenir, qui est le verre coulé sur table. Elle est intéressante à décrire, et vous avez ici un tableau fameux, qui est la visite de la duchesse du Berry au début du XIXe siècle à l'usine de Saint-Gobain pour voir une coulée sur table. Alors vous allez voir, l'histoire est intéressante. Alors la première, c'est comme par hasard, comme très souvent dans ce que je vous ai décrit, ça a commencé par un accident. Un accident, c'est Bernard Perrault, qui est en fait un Italien, un verrier italien, qui travaillait en France, du côté d'Orléans, qui a laissé tomber un morceau de verre sur un morceau de fer qui était par terre, et qui s'est aperçu que le verre prenait la forme, à l'inverse, en quelque sorte négatif, du fer qui était par terre. Et ça lui a donné une idée géniale, en se disant, mais si le verre, effectivement, je pourrais faire des portraits en faisant des modèles négatifs, par exemple taillés dans la pierre, donc le portrait de quelqu'un. Ici, vous avez un portrait de Louis XIV. On en a en fait à Saint-Gobain deux portraits de Louis XIV. Il existe deux portraits de Louis XIV qui restent, je crois. Et vous taillez le portrait dans la pierre, donc comme de la sculpture, mais en négatif. Vous coulez du verre dans la partie négative, vous démoulez, et après vous pouvez peindre, et ça vous fait finalement un médaillon en verre. Et ça, c'est le médaillon du roi Louis XIV fait par Perrault. Et donc, il avait inventé du verre coulé pour faire des portraits, des bijoux, enfin tout ce qu'on pouvait mouler. Alors, au début de Saint-Gobain, je vous rappelle, Saint-Gobain a été créé en 1665, ce monsieur Lucas de Néou a eu une idée, là, il y a un peu d'histoire dans l'histoire, et je n'ai pas le temps de vous la raconter, mais ce monsieur Louis-Lucas de Néou a eu l'idée d'utiliser le même procédé pour faire de la glace épaisse. Alors, pourquoi il fallait faire de la glace épaisse ?
Je vous ai dit tout à l'heure que le procédé de soufflage permettait à la fois de faire du verre à vitre, mais du verre à glace en faisant des glaces plus épaisses, les doucir et les polir. Quand vous faites ça, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas faire des tailles très grandes, parce que c'est trop lourd. Autant pour le verre à glace, vous avez l'épaisseur finale, vous pouvez faire, comme on l'a vu, des cylindres assez grands. Comme le verre à glace, il va falloir lui ôter plusieurs millimètres, vous faites des cylindres plus épais et donc des tailles plus petites, parce que le poids que le souffleur peut manipuler est limité. Donc les glaces qu'on savait faire étaient très petites. Et toute l'invention et l'idée qui avait fait dans le verre à couler, la table à couler, le verre fabriqué sur table coulée, c'était essentiellement de pouvoir faire des grandes tailles plus épaisses, parce que pas limitées par le poids du souffleur ou ce que pouvait manipuler le souffleur. Alors vous allez comprendre comment ça marche assez rapidement. Vous avez ici un petit film reconstitué de ce qui se passait à l'usine de Saint-Gobain au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, vous allez voir ici, à l'œuvre, voilà. Alors, vous voyez ici un cylindre, ici le verre fondu, que vous posez sur une table d'acier. Vous avez des réglettes ici qui vous permettent de l'empêcher de couler et de faire l'épaisseur. Vous voyez lui qui nettoie, entre guillemets, devant, et celui-ci qui empêche de déborder de temps en temps quand il y a quelque chose qui déborde. Et vous avez une coulée sur table d'un verre qui permet essentiellement de faire une grande taille beaucoup plus épaisse que ce qu'on pouvait obtenir avec le soufflage. Et ça a permis de faire des miroirs de grande taille, tels que, par exemple, ceux que l'on voit à la Galerie des Glaces de Versailles. Et alors après, comme vous le voyez ici, il fallait, parce que là, le verre avait vu un support métallique, donc il n'était pas du tout transparent, il fallait faire ces deux opérations, l'opération de doucissage, qui permettait essentiellement de prendre deux verres et de mettre en fait un matériau abrasif, par exemple du sable très fin, et puis il fallait pendant des heures et des heures, voire des jours, abraser chaque surface de façon à ôter une partie pour les rendre parfaitement parallèles et prêts à être pas complètement utilisés, parce qu'ensuite il y avait la période que vous voyez ici de doucissage, où vous voyez les ouvriers qui, cette fois avec ce qu'on appelle la potée, qui est en fait de l'oxyde de fer, très fin, polissaient pendant des jours et des jours les morceaux de verre de façon à les rendre transparents. Vous voyez, tout ça était évidemment manuel. Ils avaient un système de rappel pour les fatiguer moins. Ils poussaient dans un sens, ça revenait tout seul. Mais il fallait faire ça pendant des jours et des jours pour avoir du verre douci et poli de façon à être utilisé. Parce que le verre initial, il avait vu la table, c'était évidemment moins facile que ce qui était fait avec le soufflage. Alors, les procédés se sont améliorés. Il y a eu ce monsieur Bicheron qui a eu l'idée d'un peu automatiser des batchs, c'est-à-dire le coulée sur table. Et d'ailleurs, pour vous montrer que ce sont des procédés qui ont existé longtemps, voilà une coulée sur table dans les années 50 à l'usine allemande de Herzogenrath. Et vous voyez que vous allez voir, vous avez toujours le cylindre. Nous sommes en 1950, c'est-à-dire 200 ans après l'invention de la coulée sur table. Vous avez ici le verre fondu qui est arrivé avec, évidemment, mécanisé. Voilà, le verre est versé. Et vous allez voir le rouleau passer pour aplatir, en quelque sorte, et uniformiser le verre, ce qui vous permet ensuite d'avoir un vitrage de très grande taille, qui, évidemment, n'est pas utilisable tel quel. Il va falloir, pour faire un miroir ou des miroirs, il va falloir le doucir et le polir, mais vous voyez que la méthode de fabrication, finalement, n'avait pas tellement évolué en 200 ans par rapport à ce qu'on a vu de l'usine de Saint-Gobain du XVIIIe siècle. Alors, on va passer ça. Donc voilà, vous voyez ces impressionnantes tailles, évidemment, qui ont été faites grâce à l'amélioration des procédés. Et puis ensuite, vous avez les méthodes de polissage et de doucissage qui se sont améliorées. Alors vous avez ici une méthode que j'aime bien parce qu'elle est très belle, c'est l'étape de polissage, de doucissage. Pardon. Alors comment vous faites? Vous avez une grande plaque de plâtre. Donc ça, c'est une plaque de plâtre dans laquelle vous mettez de l'eau. Vous allez voir, c'est grand plateau rond où il fallait la sceller au plâtre. Non, je vais couper le son pour le moment. Voilà, vous mettez votre plaque de verre, et alors là, c'est là que je vous remets le son. Voilà. Les ouvriers dansaient sur le verre pour le coller au plâtre. Ça s'appelle d'ailleurs la danse des sabots, et c'était une étape importante de la préparation du verre, puisqu'il consistait à coller cette énorme plaque de verre à du plâtre. Et puis ensuite... Le plateau glissait... De nouveau, je n'ai pas besoin de son. Vous mettez votre plateau où le verre a été collé sur du plâtre, au-dessus d'un abrasif, donc d'une méthode, et voilà la machine, hein, vous voyez comment ça marchait à l'époque. Il poussait, il faisait tourner pour pouvoir doucir
la plaque de verre. Vous voyez, tout ça se faisait à la main. Et l'étape finale, vous retirez la plaque qui a été doucie et vous allez la polir, c'est-à-dire la mettre sur un autre dispositif qu'on va voir, qui est aussi manuel, mais simplement les tailles, évidemment, sont très différentes de ce qu'on a vu des tailles du XVIIIe siècle. Ces tailles vont être mises sur un autre appareil qui va permettre le doucissage. Et là, vous allez voir quelque chose qui ressemble beaucoup au procédé que je vous ai montré tout à l'heure. À la main, ce sont des feutres, mais c'est quand même mécanique, mais quand même à la main, voilà, qui feutrent avec une potée, la même chose que ce que vous avez tout à l'heure, des feutres avec une potée qui vont permettre de finir le polissage de votre vitrage. Donc, ce que je voulais vous montrer, voilà la vitre. Alors ça, c'est la potée qui reste, ça peut être nettoyé, qui est complètement transparente, qui est relevée après les périodes de polissage et de doucissage. Je voulais juste vous montrer que finalement, pendant 200 ans, il ne s'est pas fait passer grand-chose. On retrouvait les mêmes gestes, les mêmes procédés avec un peu d'amélioration, simplement par la taille et la mécanique qui étaient venues s'y joindre. Alors ce monsieur Boudin, il a eu l'idée de faire mieux encore, il a eu l'idée de faire un procédé continu. Donc un objet de fusion, des rouleaux qui permettaient d'affiner, entre guillemets, enfin de laminer le verre, et puis alors des rouleaux ici qui permettaient de le transporter. Alors vous allez voir ici, voilà le principe. On fait fondre le verre dans un four continu, alimenté constamment en matière première. Il passe dans des rouleaux, et puis ensuite il est découpé au fur et à mesure qu'il arrive. Alors vous voyez ici une photo magnifique, où vous avez ici le verre qui sort à travers les rouleaux, vous voyez qu'il est ondulé en quelque sorte, voilà, et qui va être tiré jusqu'au bout. Alors autant vous dire que ce verre-là, il fallait effectivement le polir et le doucir après, parce qu'il avait vu des rouleaux, il n'était pas complètement plat, etc. Mais c'était une amélioration notoire. Et là, vous avez la fin des diligences. La fin des diligences, c'est quoi? C'est le procédé ultime développé par Saint-Gobain dans les années 50 pour industrialiser parfaitement tout ce processus. Donc vous avez le four, vous avez ces rouleaux qui permettent ensuite de fabriquer votre verre plat, et en ligne, de façon continue, on avait installé une solution, une station de doucissage, puis ensuite, vous reprenez le procédé ISA, mais ici il est continu, une station de polissage en ligne. Autrement dit, cette usine de Chantraine, qui avait été construite sur les dégâts les dommages de guerre de la guerre de 14, payés par les Allemands, Saint-Gobain avait reconstruit une usine à Chantraine, donc dans le nord, près de Compiègne, dans le nord de Paris, avec ce procédé qui était un procédé qu'on appelait le procédé Jusant, qui était l'ultime de l'ultime fabrication historique du verre par fusion, rouleau. Donc c'est le résultat de la coulée sur table, mais tout automatisé et en continu. Alors j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient connu ce procédé, qui l'avaient vu fonctionner. Il n'a pas fonctionné longtemps, je vais vous raconter après pourquoi, mais qui l'avaient vu fonctionner et qui décrivaient ça comme une usine d'ingénieurs. Alors pourquoi c'est une usine d'ingénieurs? Parce qu'il y avait des rouleaux partout, des machines partout, c'était très très compliqué, et évidemment il fallait que tout ça fonctionne. Alors ça a fonctionné quelques années, d'ailleurs le mot, à l'époque, la qualité Chantraine était connue dans le monde entier comme étant un verre de très bonne qualité. Mais ça n'a pas duré, donc ça a permis d'augmenter le verre pour la glace, et je vous rappelle que ce verre-là était fabriqué pour de la glace, pour des miroirs. Le verre à vitre continuait à être fabriqué avec d'autres procédés que je vais décrire. Et puis vous aviez donc cette différence dans les années 30 entre la glace et le verre. Alors, juste une anecdote, dans les archives de Saint-Gobain, vous retrouvez cette commande où les très riches, alors là on est revenu, je pense qu'on est revenu au XVIIIe siècle, ou au XVIIe, les très riches membres de la famille royale, les nobles, qui avaient très bien compris la différence entre le verre à vitre et le glace, achetaient de la glace, du verre à glace, pour mettre sur leur carrosse. Là, je crois que c'est un dauphin du roi, enfin, c'était vraiment les gens qui avaient beaucoup d'argent. Déjà, ils avaient envie d'avoir des glaces à travers lesquelles on voyait bien, et ils mettaient donc du verre à miroir, du verre à glace, de la glace à la place du vitrage. Donc on retrouve ce genre de commande, mais c'était exceptionnel. Alors, revenons maintenant au verre à vitre. On a vu les améliorations du verre à glace, et revenons au verre à vitre. Alors voilà, le problème c'est ça, c'est que vous avez du verre transparent, mais il est un peu ondulé, il a en plus des bulles, et tout ça n'est pas parfait. Alors, la technique classique, je vous l'ai dit, c'est de faire des cylindres, vous en voyez ici, que vous mettez dans l'étendrie et qui donnent du verre plat. Alors, il existait une autre technique. En fait, cette autre technique venait du nord de la France et des Anglais, qui consiste à ouvrir votre cylindre avant qu'il fasse un cylindre, et puis ensuite vous le tournez encore quand il est encore mou,
Et par centrifugation, vous faites une espèce de cercle qui devient transparent. Vous en avez une magnifique photo ici, qui permet de faire du verre couronné. Alors voilà, vous ne passez pas par l'étape du cylindre, mais vous tournez assez vite pour, par centrifugation et parce que le verre est assez fondu, vous fassiez cette espèce de couronne transparente qui vous fait du verre à vitre. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, le résultat, c'est que ce n'est pas non plus complètement transparent. Vous voyez ici des carreaux en Angleterre faits avec ce type de procédé. Selon l'endroit où vous avez coupé votre cercle, vous retrouvez évidemment les formes, les ondulations, les défauts du vitrage que vous avez fabriqué. Donc c'est du verre Krone, c'est très connu, et c'est très demandé d'ailleurs, hein. Ça fait partie du côté historique des choses, mais ça n'a pas la qualité. Alors, est arrivé, comme on l'a vu, de façon assez tardive, je fais attention à l'heure, je vois que j'ai évidemment dépassé, enfin pas encore, mais je vais dépasser mon horaire, donc je vais demander à Hervé de m'excuser, parce que je voudrais quand même vous donner quelques informations à la fin. Le verre à vitre, il y a eu un procédé, donc ça a été longtemps fabriqué essentiellement par soufflage, jusque dans les années 20, de 1920, où là, il y a eu une série de procédés qui ont bien amélioré les choses. C'est l'idée de faire du verre étiré. Donc vous avez votre verre ici qui est là, vous récupérez une feuille de verre que vous tirez vers le haut, qui est froide ici, et finalement, en quelque sorte, vous alimentez avec du verre fondu un ruban que vous tirez vers le haut, ce qui vous permet de faire, voilà un dessin, donc voilà, vous alimentez en matière première, vous faites fondre, et vous tirez votre verre et vous le découpez. Alors j'ai un petit film, je vais peut-être le passer, donc il y a des choses plus importantes à dire. Alors voilà ici, un verre qui est étiré, donc c'est un procédé Fourcault au début, qui s'est ensuite appelé Pittsburgh, qui a été amélioré, etc., mais qui a permis de faire du verre pour vitrage de meilleure qualité. Pas parfait, mais de meilleure qualité. C'est en fait l'invention et l'innovation principale de la fabrication du verre à vitre, jusqu'à ce qu'arrive une révolution, une rupture complète par le procédé qui est maintenant utilisé, qui s'appelle le verre flotte. Alors, cette histoire de verre flotte est absolument passionnante. Donc, ça consiste essentiellement, sur la base d'un four qui fabrique du verre, à déverser ce verre sur de l'étain fondu. Donc là, vous avez une sorte de baignoire d'étain fondu. Et ce verre qui est déposé sur de l'étain fondu, il voit d'un côté du gaz, donc il est plat parce qu'il est poli au feu par le dessus, mais il voit un liquide dessous, et donc il ne prend pas les défauts, la tension superficielle est suffisante pour qu'il puisse avoir une surface plate par le dessous. Et donc les deux surfaces sont en quelque sorte polies au feu, l'un par le contact avec un gaz, l'autre par un contact avec un liquide. Et l'énorme apport de ce procédé, c'est qu'il a fallu, on n'avait plus besoin de doucir et de polir le verre. On pouvait directement avoir une qualité qui était la même que la qualité de la glace. Ce n'était pas du tout évident au début, ça a mis un certain temps avant d'être démontré, mais ça a été la révolution d'avoir un seul procédé qui permettait de faire du verre à vitre et du verre à glace. Et là, on a différencié, on a perdu la différenciation de la glace et de la vitre. Alors, comment ça marche ? Bon, là encore, je ne vais pas avoir le temps parce que je voudrais aller, mais je vais vous raconter l'histoire quand même. Alors, c'était donc une entreprise anglaise qui s'appelait Pilkington. Et ce verre a été inventé, enfin ce procédé flotte a été inventé et poussé jusqu'à la réussite par un monsieur qui s'appelle Alistair Pilkington. La beauté de l'histoire, c'est que bien qu'il s'appelle Pilkington, il n'est pas de la même famille que la famille des Pilkington Brothers à qui appartenait l'industrie verrière dite Pilkington. En fait, le hasard, c'est que le père de ce Alistair s'occupait d'arbres généalogiques. Comme ils avaient le même nom, il était allé voir les frères Pilkington et il leur avait dit, voilà, est-ce qu'on peut regarder nos familles, est-ce qu'elles sont apparentées ou pas ? Ils avaient conclu qu'elles n'étaient pas apparentées. Et là, il dit, mais j'ai mon fils qui vient de finir une école d'ingénieur et qui cherche du travail. Donc, le Alistair Pilkington, qui n'était pas de la famille des Pilkington, a été embauché par les frères Pilkington et il s'est retrouvé en charge du projet Paul Pilkington. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que tout au fond de sa carrière, ça a été un projet d'une extrême difficulté qui a failli péricliter plusieurs fois. Et le fait qu'il s'appelle Pilkington, les gens ne savaient pas très bien s'il était de la famille ou pas, et ça lui a servi à faire survivre son projet sur cette ambiguïté liée à son nom. Voilà, donc c'est comme quoi, vous voyez, les réussites ne sont pas toujours liées à des choses fantastiques. Alors, bon, peu importe, ça a été un procédé absolument magnifique, en rupture complète avec tout ce qui existait, et ça a commencé dès les années 50, et finalement, ce n'est que plus de 10 ans après qu'on a pu démontrer que le procédé Pilkington était effectivement vraiment meilleur que ce qui existait avant, dans les années 60. Et ça a tué tous les autres procédés, y compris le procédé Jusan
que je vous ai décrit tout à l'heure, qui s'est retrouvé en quelque sorte ringarisé. C'était la fin de la diligence et l'arrivée des voitures, parce que c'était complètement différent et surtout beaucoup moins cher. Alors il y avait deux difficultés qui ont été, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a deux difficultés techniques extrêmement importantes. La forme de la gorge, parce que le verre qui passait par la gorge, qui était un réfractaire, il fallait qu'à la fin, il ne se retrouve pas à l'extérieur, parce qu'il fallait qu'il reste coincé à l'intérieur de la feuille de verre, parce que s'il sortait à l'extérieur, on perdait le côté poli au feu. Donc il y avait la forme, dans des convections très compliquées, de l'étain, etc., comment garder le verre qu'avait vu le réfractaire, ne jamais le faire sortir à l'extérieur. Et puis le deuxième, ça a été, alors ça c'est une sombre histoire d'un de mes prédécesseurs, que je ne nommerai pas, qui avait dit que ça n'avait aucun intérêt ce procédé parce qu'on ne pourrait faire que du verre de 6 mm. Alors, ce monsieur était un grand scientifique, et effectivement, quand vous mettez du verre sur de l'étain dans de l'air, par un simple calcul de tension superficielle, vous trouvez l'épaisseur d'équilibre et vous trouvez 6 mm. Et donc il disait, ça fera du verre que de 6 mm, on ne pourra que faire du verre de 6 mm. Or, les marchés, c'est différent, il y a beaucoup de verres à 4 mm, au-dessus, etc. Il n'avait pas compté sur le fait que dans un procédé comme ça, vous le voyez ici, le verre ici qui est en fusion, qui a une pâte, enfin, qui est encore pâteux, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des top rolls qui poussent ou qui tirent sur le ruban et qui permettent de changer l'épaisseur et de sortir de l'équilibre thermodynamique des 6 mm. Ça a été une deuxième invention extrêmement importante. Alors, je voulais vous montrer cette courbe qui a été obtenue en travaillant en particulier avec les archives de Saint-Gobain, mais sur une thèse qui a été faite dans les années 90, qui a suivi depuis très longtemps le prix du verre. Alors, ce que j'ai fait sur cette courbe, j'ai retracé en fonction du temps, donc vous voyez, on remonte maintenant 1750, donc 300 ans de prix du verre, en fonction du prix. Donc là, vous savez, le prix, peu importe l'unité du prix. Alors, c'est une unité qu'en gros, le SMIC de l'époque. Voilà, c'est l'heure de travail de l'ouvrier, pour qu'on puisse être capable de comparer, sinon ce n'est pas comparable. Donc c'est en euros réactualisés, si vous voulez. Donc ce prix-là en euros réactualisés, depuis le début de l'industrie du verre jusqu'à maintenant, entre le verre à vitre, soufflage essentiellement, et le glace, le verre pour faire des miroirs, qui est en verre. Alors vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai replacé sur cette courbe toute l'arrivée des procédés que je vous ai décrits. Et ce que vous voyez, c'est que voyez, le verre soufflé, pour la vitre, commençait à augmenter. Ça coûtait de plus en plus cher. Est arrivé le procédé de coulée sur table de Saint-Gobain, qui a fait plonger le prix, et ensuite a fait baisser le prix au fur et à mesure des améliorations incrémentales. Puis est arrivée la coulée en continu. De nouveau, une baisse de prix importante et une baisse continue, y compris une stabilisation, jusqu'à ce qu'arrive le verre flotte, qui a complètement fait baisser le prix de fabrication du verre pour miroir. Et de même pour le soufflage, vous voyez, c'est une amélioration continue jusqu'à ce qu'arrivent les tirages, et vous voyez bien cette différence ici, chute de prix, de nouveau continue, jusqu'arrive le procédé flotte, qui fait qu'aujourd'hui, pour faire du verre à vitre ou du verre pour le vitrage, vous avez le même procédé qui est le procédé flotte. On prendra des questions. On prendra des questions. Est-ce que je lis bien que le prix a baissé d'un facteur 5000 ? Ah non, c'est une échelle log. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Le prix a baissé de 3 ordres de grandeur, absolument. Vous lisez tout à fait bien. Oui, j'ai oublié de noter ça. C'est une échelle log, donc merci pour la précision. Et donc, le prix a baissé de... Oui, bien sûr. C'est la productivité de la fabrication du verre, absolument. Alors, vous retrouvez ça dans le nombre d'heures de travail qu'il faut pour fabriquer 1 mètre carré de verre. C'est une autre façon de voir la même chose. Vous avez vos 3 ordres de grandeur et de nouveau l'arrivée des procédés qui ont à chaque fois fait baisser le temps qu'il faut pour fabriquer 1 mètre carré de verre. On retrouve évidemment la même chose. Voilà. Alors je veux juste vous montrer pour la fin, et je n'aurai, j'espère, que 2 ou 3 minutes, enfin 5 minutes de retard. Donc on fera une pause très courte, on installera Hervé et on continuera. Je veux vous montrer un procédé complètement innovant qui en tête est déjà assez vieux, qui est le procédé qui permet de faire du verre ultra mince. C'est un procédé qui est dû à une entreprise magnifique, qui est l'entreprise Corning, et je vais quand même vous passer le petit film parce qu'il est impressionnant. C'est un procédé qui permet de faire du verre très très fin qui est poli au feu, sans avoir besoin de le doucir. Donc vous mettez dans une casserole, en quelque sorte, les matières premières pour les fondre, vous les faites fondre, et là vous tombez sur une poutre triangulaire. Alors vous allez voir comment ça marche, c'est très impressionnant. Donc vous allez faire tomber ce verre en fusion sur une poudre, ici, linéaire, triangulaire. Elle a la forme d'un triangle. Vous faites déborder le verre sous forme d'une nappe qui suit l'apport, qui se rejoint, les deux nappes se rejoignent pour en faire une seule.
Et vous voyez que le verre qui était à l'intérieur ici, qui a vu le réfractaire, il se retrouve à l'intérieur dans la feuille. Et ça, c'est très important parce que le verre qui est à l'extérieur n'a jamais vu le réfractaire. Il a été poli au feu. Et vous faites du verre comme ça, qui est jusqu'à quelques dizaines de microns. Alors, juste pour vous montrer, je n'ai pas le temps de vous dire, voilà un petit film. Alors, je vais vous montrer juste celui-là. Voilà, si j'y arrive. Un petit film. Ce verre ultra fin, vous le voyez ici, ce verre ultra fin, voilà, 25 microns pour les plus fins, vous le faites passer exactement comme vous le ferez avec du plastique ou un autre matériau. Voilà, vous le faites passer à travers des rouleaux. Et au bout du compte, et à la fin, je vais vous montrer, on accélère un tout petit peu, voilà, vous le voyez ici, et à la fin, vous allez voir que vous fabriquez des rouleaux de verre. Donc maintenant, vous pouvez acheter du verre en rouleau, qui fait quelques dizaines de microns. Alors il y a une feuille ici pour séparer, pour pas que le verre se colle, mais vous avez une feuille, et puis voilà, il sort votre rouleau de verre, et vous pouvez acheter votre rouleau de verre. Voilà des évolutions de procédés particulièrement impressionnante. Voilà. Et puis pour finir, et je laisserai la parole à Hervé, on fait même du verre avec une imprimante 3D. C'est une équipe du MIT qui fabrique des objets de verre avec une imprimante 3D. Et vous voyez donc que c'est un matériau qui non seulement a une longue histoire, mais suit et continue à avancer sur toutes les innovations modernes. Alors, je voudrais remercier Anna Alonso, avec qui j'ai travaillé sur les archives de Saint-Gobain et avec elle, on a sorti un certain nombre de nombreuses des histoires que je vous ai racontées, qui est historienne et qui travaille avec nous dans le domaine des archives de Saint-Gobain. Et je voudrais surtout vous remercier une fois de plus pour votre présence et laisser rapidement la place à Hervé pour qu'il puisse vous parler d'autres procédés dont je n'ai pas parlé, qui sont aussi merveilleux. Merci beaucoup.